Salut tout le monde, c'est Justice et aujourd'hui on va parler de la faction Izmir. Cette faction ce sont des magiciens où on va avoir un petit peu moins de personnages que sur les autres factions et on va avoir un petit peu plus de sorts. Le but de la faction ça va être de pouvoir gérer ce que va nous proposer notre adversaire en essayant de mettre quelques stats sur le terrain. On a plusieurs stratégies possibles en fonction du héros qu'on va choisir. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire la revue de toutes les cartes de la faction, de voir un petit peu les différences qu'on a entre les versions rares et communes des cartes, et de comprendre un petit peu les synergies et les combos qu'on va pouvoir mettre en place. Si vous êtes intéressé par la revue des cartes d'autres factions, je vous laisse aller voir les autres vidéos que j'ai fait à ce sujet. Et si vous voulez un focus sur la stratégie des héros, je vais également faire des vidéos spécifiques pour ça. On a donc un petit tableau ici qui nous présente les cartes communes de la faction sur une première ligne, une version rare sur la seconde ligne et enfin on va voir les cartes transfuges qui nous viennent d'autres factions sur une troisième ligne. On a une présentation des cartes avec un coup qui est croissant de la gauche vers la droite avec en premier les personnages, puis les sorts et enfin les permanents. Pour le Disciple Studio, on est sur une carte qui coûte pas cher, un depuis la main et un depuis la réserve, qui ramène des stats dans deux biomes, 0, 1, 1, ce qui est intéressant pour aller mettre au moins une présence sur l'une des expéditions. Et de la réserve, elle va pouvoir être jouée encore une fois, ou alors être défaussée pour un effet de soutien qui nous permet d'aller payer notre prochain sort moins cher, un de moins. Donc c'est intéressant puisque si on a besoin de présence, on va pouvoir la jouer depuis la réserve. Et si on a un gros sort qui coûte un peu cher à jouer, on peut préférer potentiellement aller mettre euh, quelqu'un d'autre sur l'expédition et de jouer un sort grâce à cette réduction. Dans sa version rare, il gagne cet effet sur le fait d'être joué depuis la réserve. C'est-à-dire que depuis la main, ça ne va rien changer, on va pouvoir le jouer de la même façon que la commune. Et depuis la réserve, on va pouvoir choisir soit défausser la carte pour payer notre prochain sort moins cher de la même façon que la commune, soit jouer la carte de la réserve, donc mettre des statistiques sur l'expédition et en plus avoir cette réduction pour le prochain sort. Donc ça, c'est très intéressant. Le fait d'avoir le choix, ça, c'est à pas négliger puisque ça nous permet, en fonction de si on peut payer les 1, de la jouer ou alors de dire, bah non, du coup, je préfère jouer quand même autre chose et je vais quand même prendre la réduction, donc je vais garder son effet de soutien. Et ça permet en tout cas cette polyvalence de pouvoir être joué et donc un effet très intéressant, pouvoir mettre des statistiques sur le terrain en plus de donner une réduction sur le prochain sort. Ensuite, on a la méduse lunaire qui, elle aussi, nous apporte deux stats à 1, 1, 0, 1, pour un coût de 1 de la main ou de la réserve. L'intérêt de la méduse lunaire, c'est qu'elle a un effet qui, quand elle est sacrifiée, elle peut être renvoyée en réserve au lieu d'en défausse si elle n'est pas fugace. Sur sa version rare, si elle est fugace, elle nous permet de piocher une carte. Donc ici, on est sur une carte qui, là aussi, ne coûte pas cher, permet de mettre un petit peu des statistiques sur le terrain, mais ne va pas apporter grand-chose d'autre. Là où ça va apporter quelque chose, c'est en termes de sacrifice. Et donc si on oriente notre deck avec un peu de sacrifice, c'est que logiquement, on va jouer autour du héros Lindiway. Dans Lindiway, effectivement, la méduse aura un très gros impact puisqu'on pourra la sacrifier assez souvent pour aller donner des boosts à Mo. Et on pourra faire ça pour un coût vraiment très modique et on pourra jouer donc d'autres cartes à côté, donc très très intéressant. Sur la version rare en plus on pourra piocher des cartes, donc c'est une carte qui va être essentielle dans ce genre de deck. Le mage danseur du Kaligir est une carte qui de la réserve va nous coûter 1 pour mettre des statistiques équilibrées de 1-1-1. Depuis la main, ça va nous coûter un peu plus cher, 2, mais il a un effet qui est très intéressant puisqu'à chaque fois qu'on va jouer un sort, il va pouvoir gagner un boost. Donc si je le joue en première carte sur mon terrain et que derrière je vais jouer deux sorts, ça me permet quand même de monter la carte à 3-3-3, ce qui reste très intéressant même depuis la main, elle ne va coûter que 2. De la réserve, ce sera encore plus intéressant. Sur sa version rare, ça me permet, en plus de ça, si j'ai atteint 3 boosts, de piocher une carte à la fin de ma journée.
Donc si je l'oriente sur un deck avec Afanas qui, à chaque fois que je lance un sort, va pouvoir booster, ça devient une carte qui est absolument essentielle dans le deck, puisqu'elle n'est pas chère et elle va pouvoir avoir énormément de puissance sur le terrain. Même dans d'autres decks, ça pourrait être intéressant puisqu'elle a un coût quand même faible et elle peut quand même gagner des stats assez facilement, puisqu'on va jouer relativement beaucoup de sorts dans tout deck Izmir. Sur Afanas, on va peut-être plutôt choisir la rare puisqu'on va avoir facilement les 3 boosts. Sur un autre type de deck, si on n'oriente pas forcément les cartes de façon à gagner beaucoup de boosts, puisqu'on n'a pas non plus énormément de cartes qui vont permettre de booster, contrairement à ce qu'on peut trouver chez Bravos. Ici, on aura peut-être plus intérêt à aller mettre seulement la commune qui reste très bonne sans prendre de slot de rare, donc c'est intéressant. Si on a manière d'envoyer des cartes en réserve, ça peut être intéressant aussi de la jouer puisqu'elle coûte vraiment pas cher depuis la réserve. La Fée des Dents est une carte qui va coûter un peu plus cher, 2 depuis la main, 2 depuis la réserve. Des statistiques équilibrées à 1-1-1 et elle va nous permettre de saboter. Donc là où c'est intéressant, c'est qu'on reste sur cette idée de contrôle, un peu moins avec les sorts, un peu plus avec les personnages. Mais du coup, saboter, c'est toujours intéressant pour enlever les possibilités de l'adversaire depuis sa réserve. Une carte qu'on a vue déjà jouer depuis la main, qui nous paraît forte quand elle va être jouée depuis la réserve, ça nous permet de la saboter avant qu'elle soit jouée. Des statistiques pas énormes, mais chez Izmir, c'est pas très grave puisque généralement, pouvoir mettre des statistiques à 1, c'est ce qu'on veut, puisque derrière, on veut jouer des sorts qui défaussent, dans le meilleur des cas, les personnages qui vont être en face. La Fée des Dents, dans sa version rare, passe à 1 depuis la réserve. Donc là encore, si on a des cartes qui nous permettent de renvoyer en réserve, ça nous permet d'avoir quand même une carte qui est relativement peu chère. Bon, si on a que des uniques, par exemple, qui nous enverraient des cartes en réserve, bon, c'est pas forcément la Fée des Dents que je vais aller envoyer en réserve puisque je veux profiter de son effet de sabotage. Donc ici, elle peut être quand même suffisante sur sa version commune. On va retrouver peut-être moins facilement la version rare dans des decks. L'Augure Izmir est une carte qui va nous coûter 2 depuis la main, 1 depuis la réserve pour des statistiques à 1, 2, 1. Donc plutôt équilibré avec un petit pic sur la montagne. Et sur sa version rare, on est équilibré avec du 2, 2, 2. La version rare, tout son intérêt est dans son effet du coup de sacrifice. Lorsqu'elle est sacrifiée, on peut faire gagner 2 boosts à un personnage ciblé. Ça rentre très bien avec Lindy Way, puisque ça nous permet du coup d'avoir une carte qui peut être sacrifiée, qui donne ces 2 boosts à quelqu'un d'autre, et donc logiquement de pouvoir déclencher aussi l'effet de mot. Sur sa version commune, ça reste intéressant. On a quand même toujours 1 de coup depuis la réserve pour des statistiques qui sont mieux que 1-1-1 puisqu'on a ce petit pic en montagne. Donc là encore, si on a des possibilités de les jouer facilement de la réserve, on va plutôt jouer ça. Si on a besoin de beaucoup de personnages, tous ces personnages qui nous coûtent que 1 depuis la réserve sont très intéressants puisque ce qu'on veut vraiment avec Izmir, c'est mettre un personnage pour aller prendre, aller se positionner sur une expédition et puis derrière lancer des sorts pour pouvoir contrôler un petit peu ce que fait notre adversaire. Et donc, avoir une carte en réserve, la jouer pour seulement 1 et mettre des statistiques équilibrées, ça reste très intéressant dans ce genre de deck. On arrive ensuite à la Dame du Lac qui a des statistiques à 1, 1, 3 pour un coût de 2, que ce soit de la main ou de la réserve. C'est un peu plus situationnel, ça prend un peu plus facilement les biomes où il y a de l'océan. Et si j'équilibre ça avec des cartes qui vont avoir des pics en montagne ou en forêt, ça peut être intéressant de la jouer. La version rare va avoir cet intérêt en plus de pouvoir faire perdre Fugace au prochain sort qu'on va jouer. Donc sur un deck où on va vouloir jouer beaucoup de sorts qui ont des effets fugaces et qu'on aimerait pouvoir jouer un maximum de fois, ça peut être très intéressant d'aller jouer cette carte. Pour des decks qui sont orientés plutôt avec des cartes qui sont peu chères depuis la main et chères depuis la réserve, généralement ces cartes-là ne sont pas fugaces et donc on va pas avoir d'intérêt à jouer cette Dame du Lac. Donc là, c'est vraiment à utiliser en fonction des sorts qu'on va mettre dans notre deck. Si on met des sorts fugaces
qui sont intéressants. Ça peut être très intéressant d'avoir cette carte pour supprimer cet effet fugace et donc potentiellement pouvoir les jouer 2 fois de suite pendant notre tour. L'alchimiste du Kadigir nous coûte 3 depuis la main, va venir avec 2 boosts, donc ça nous fera une 3-3-3. Et depuis la réserve, même chose que ce qu'on a vu précédemment, ça nous coûte 1 et ça rapporte des stats équilibrés 1-1-1 qui nous permet juste de nous positionner dans une expédition avant de lancer un sort. Sur sa version rare, il est un peu plus boosté, il prend un boost supplémentaire pour 3, il me met 4-4-4. Si je veux jouer un deck peut-être un peu plus agressif, où je veux vouloir avoir plus de présence sur le terrain, ça peut prendre son sens. Sinon, je pense que la commune est quand même suffisamment intéressante. Baba Yaga nous coûte 3 depuis la main, 2 depuis la réserve, des statistiques à 2, 1, 2 qui sont plutôt moyennes. Pour un coût de 3, c'est un peu élevé, mais ça nous permet de piocher une carte. Et piocher une carte chez Izmir, on aime beaucoup puisque vu qu'on est sur du contrôle de ce que va faire notre adversaire, on a besoin de réagir en conséquence et donc d'avoir suffisamment de possibilités pour le faire. Si j'ai une très bonne carte de contrôle mais qui me joue pas ce qui était prévu, ce que j'attendais pour réagir, je vais être un peu embêté. Alors que si j'ai plusieurs possibilités en main, en fonction de ce que va faire mon adversaire, je vais pouvoir avoir la réaction appropriée si j'ai suffisamment de choix. Sur sa version rare, elle est très intéressante puisque du coup, elle s'équilibre en statistique à 2 en montagne et elle passe même à 3 en forêt. Donc elle me coûte 3, je mets 3 de 2 sur le terrain, ce qui est très intéressant. En plus de ça, je pioche une carte. Et depuis la réserve, du coup, je vais seulement payer 2 pour aller mettre des statistiques convaincantes, 3 de 2. Donc c'est une carte qui est très intéressante. Alice est pour le coup une carte qui nous coûtera 3 depuis la main ou de la réserve, qui va mettre des statistiques plutôt moyennes, 2, 2, 4. Là encore, on a un pic au niveau de l'océan. Donc c'est une carte qu'on va éviter de jouer en trop d'exemplaires si on a déjà la Dame du Lac. On va plutôt choisir pour éviter d'avoir trop de cartes qui nous donnent seulement des bonus sur l'océan. Et elle va pouvoir avoir un effet de soutien après vous. Donc ça, c'est très intéressant puisque potentiellement de la main, je veux aller chercher une expédition où je suis sur l'océan, ou alors bloquer mon adversaire qui est sur l'océan. Et ça, quand on a des pics comme ça, on veut rarement le faire 2 fois de suite, puisque généralement on prend l'expédition et donc sur le jour suivant, on sera plus sur l'océan. Et là, du coup, ça nous laisse la possibilité, plutôt que de la rejouer de la main, de la défausser pour temporiser, laisser notre adversaire jouer, et donc derrière d'avoir ces petites surprises de sort qu'on peut lui réserver. Sur la version rare, elle va être du coup un peu plus polyvalente puisqu'elle peut être très intéressante à jouer aussi depuis la réserve. De même que la main, on arrive à des stades de 3-3-4, ce qui en fait une carte plus qu'équilibrée, puisqu'on a toujours ce petit pic à 4 en océan. Baku. Baku, c'est une carte du coup qui va nous coûter 4 depuis la main pour des stats de 2-2-2, mais qui demande à l'adversaire de se défausser d'une carte de sa main. Sur sa réserve, elle va nous coûter seulement 2 pour des stats de 2-2-2, alors que pour la rare, on va monter à 4 de coups, mais on va pouvoir refaire l'effet de défausse. L'effet de défausse, c'est très impactant, puisque si je suis en début de partie, mon adversaire a gardé des cartes qu'il a choisies, et donc lui faire défausser une de ses cartes, ça va lui changer un petit peu sa stratégie. Si il a déjà joué une carte et que je viens lui défausser les autres possibilités qu'il a en main, et potentiellement on peut lui enlever une carte qui était un peu maîtresse dans son jeu et qu'il ne pourra donc pas jouer par la suite. De la même façon, si je le joue assez tard dans mon tour, après des effets de après vous par exemple, et qu'il ne lui reste qu'une carte en main, ou si tout simplement il n'a pas assez de mana, il a gardé la carte finalement pour finir son tour, si on lui fait se défausser, non seulement on lui défausse une carte qu'il avait potentiellement envie de jouer ce tour-là, mais en plus de ça, ça peut être une carte qui était très intéressante même pour la suite, qui gardait pour la fin de partie par exemple. Donc généralement c'est une bonne carte si on la joue au bon moment pour défausser une carte qui serait du coup très bonne dans la main de l'adversaire. En plus de ça, j'aime bien la commune puisque pour 2, ça permet de temporiser et de mettre des statistiques assez convaincantes sur l'expédition avec 2 de 2.
Maintenant, si on est sur un deck où on veut vraiment du contrôle très poussé, où on n'a pas besoin de beaucoup de personnages sur l'expédition, si on n'a pas beaucoup de sorts notamment, on va aimer peut-être jouer plus la version rare pour pouvoir défausser et embêter un maximum l'adversaire depuis la main. Donc vraiment en fonction de comment on va orienter le deck, si j'ai moyen de potentiellement booster, si je veux un nombre assez conséquent de personnages, je vais peut-être plus orienter à des rares comme Baku qui ont des effets impactants, mais avec vraiment de la présence sur le terrain en même temps. Si je veux beaucoup de cartes sorts, je vais plus prendre des petits personnages et du coup des effets qui sont seulement depuis la main par exemple, et donc plutôt partir sur les communes au niveau des personnages forts comme ça qui ont des effets. Si je suis sur une stratégie où je mets beaucoup de petits personnages et beaucoup de sorts, forcément ça me demanderait d'avoir des effets de pioche supplémentaires pour pouvoir jouer toutes les cartes que je vais avoir. Si je veux plutôt avoir euh, beaucoup de personnages qui vont avoir des effets impactants, je vais jouer moins de cartes pendant mon tour et donc forcément je vais avoir besoin d'un peu moins de pioches. Flamel est une carte qui va nous coûter 4 depuis la main, va nous apporter des statistiques de 4, 3, 3, ce qui est plutôt moyen, mais ça nous permet de renvoyer un sort de la réserve dans la main. Donc si on est avec des sorts fugaces, comme on avait tout à l'heure avec la Dame du Lac, ici ça va pas nous intéresser puisque on va pas mettre nos sorts en réserve après les avoir joués. Par contre, si on joue avec pas mal de sorts qui n'ont pas fugace et qui ne sont potentiellement pas forcément très chers ou en tout cas qui peuvent être très impactants, je vais avoir tout intérêt à vouloir les jouer un maximum de tours et donc pouvoir les renvoyer en main, ça peut être très intéressant. On a aussi une belle stratégie autour des cartes qui coûtent peu cher depuis la main et cher depuis la réserve. On va voir qu'on a quand même pas mal de cartes qui sont dans cette situation. Et donc avec Flamel, si je renvoie dans ma main un sort qui me coûte seulement 1, alors qu'il coûte 3 depuis la réserve, bah, du coup c'est tout de suite beaucoup plus impactant. Et quand je dis ça, je pense évidemment à l'entraînement, c'est pas à la méditation, c'est l'entraînement magique chez Izmir. On a un effet de soutien en plus de ça qui est intéressant, puisque ça me permet aussi, si j'ai beaucoup de sorts, de pouvoir le rejouer pour un de moins. C'est-à-dire que quand je vais jouer depuis la main mon flamel, je vais pouvoir ramener un sort dans ma main. Potentiellement, le tour suivant, je vais pouvoir jouer ce sort en plus pour un de moins si je défausse mon flamel de la réserve. Donc ça, c'est un petit combo qui est plutôt intéressant. Mais ça me laisse aussi la possibilité de jouer mon flamel pour seulement 3 pour aller mettre des statistiques de 4, 3, 3, ce qui est très intéressant également. Donc cette petite polyvalence en fonction de si j'ai des sorts ou non à jouer depuis la main, bah, c'est plutôt intéressant. Dans sa version rare, on a en plus un effet de ravitaillement. Toujours dans un esprit un peu combo, si je joue mon flamel, que je ravitaille et que je ravitaille potentiellement un sort intéressant et que je le renvoie en main, bah, c'est d'autant plus intéressant. Kuat le Dissident est une carte qui va nous coûter 4, que ce soit de la main ou de la réserve, pour des statistiques très bonnes, 5, 5, 5, mais en contrepartie, je vais devoir sacrifier un personnage dans mon expédition. Donc là où le Kuat va être intéressant, c'est soit parce que le sacrifice m'intéresse, si je suis dans un deck du coup Lindy Way, soit c'est un personnage qui ne me coûte rien. Donc si j'ai mis quelque chose pour temporiser, tel que les cartes qu'on a vues au tout début du set, là, sur le disciple studio qui me coûte du coup seulement 1 et qui me met peu de stats que je voulais utiliser pour envoyer des sorts par exemple. Tout ça, je peux vouloir le sacrifier, je vais pouvoir le rentabiliser assez facilement. Forcément, ça va me demander d'avoir un certain nombre de personnages et donc il faudrait que j'ai suffisamment de pioches aussi en conséquence. Sur sa version rare, elle est très intéressante puisque déjà elle me coûte 1 de moins depuis la réserve, donc des statistiques à 5, 5, 5 pour 3, c'est très intéressant. Je dois toujours sacrifier un personnage,
mais on voit que ce n'est pas le même texte qui est écrit. On sacrifie un personnage, on ne me dit pas qu'il doit être pris depuis mon expédition. Ça veut dire que je peux mettre mon Kuat où je veux, finalement, je ne suis pas obligé de le mettre dans l'expédition où se trouve le personnage que je vais sacrifier. Quelque chose d'autre qui est intéressant avec le Kuat, c'est le transporteur Ordis qui nous vient du coup de chez Ordis en version transfuge, qui nous permet tous les tours d'apporter une recrue soldat 1-1-1 sur le terrain. Donc je peux jouer de cette façon un Kuat même le premier tour en venant sacrifier ma recrue qui ne m'aura rien coûté finalement. Dorothy Gale, une carte où on passe à 5 et 5, on peut aimer les payer puisqu'on a un effet qui est quand même très impactant sur le tour où on va le jouer. On apporte des stats à 3-2-2, mais cet effet peut être très dévastateur, comme je le disais, c'est qu'on va pouvoir envoyer un personnage en réserve. Alors certes, il pourra potentiellement revenir, mais si on envoie en réserve quelqu'un de fugace, il sera défaussé. On apporte quand même des stats qui sont intéressantes, et donc avoir ce removal, avoir ce contrôle sur l'adversaire est très intéressante, surtout sur la deuxième partie du jeu. Elle coûte seulement 3 depuis la réserve, ce qui est intéressant, ça nous met des statistiques qui sont assez moyennes, 3, 2, 2, mais ça nous permet quand même d'avoir une carte qui peut être jouée en fonction de ce qu'on a en main. Si on n'a pas énormément de pioches, si on veut jouer plutôt peu de personnages, on peut s'intéresser à la version rare avec une Dorothy qui nous coûtera 5 de la réserve cette fois-ci, qui pourra encore une fois nous défausser, enfin nous envoyer en réserve un personnage ciblé de notre adversaire. On a vu plusieurs cartes qui peuvent s'inscrire dans un deck où on n'a pas forcément besoin de pioches, puisqu'on va avoir des effets qu'on va pouvoir utiliser depuis la main ou de la réserve. À vous de faire votre choix. Si vous avez besoin de beaucoup de sorts pour garder une variation assez grande en termes de choix, de possibilités de ce que vous pouvez faire subir à votre adversaire, il vous faudra du coup beaucoup de personnages et beaucoup de sorts et donc relativement beaucoup de pioches. Si on veut rester assez simple, assez strict, on peut se limiter à des personnages impactants comme notre Baku à 4-4 ou notre Dorothy à 5-5. Mais du coup, on a besoin d'un peu moins de sorts et d'un peu moins de sorts de pioches notamment. Le Sakarabrou, enfin, l'avant-dernier personnage de la faction, qui, pour un coût de 7, va nous apporter des stats à 4-4-4, mais va nous faire reculer l'expédition adverse, donc celle qui est en face, d'une région. C'est une carte qui va être difficile à jouer pendant une bonne partie de la partie. C'est une carte qui va être utile surtout à la fin de la partie. Puisque si je veux aller surprendre mon adversaire, il va falloir que je temporise un peu. Alors je peux le faire avec des effets après vous, je peux le faire avec un coup de main de 1 en mettant un petit personnage sur une expédition. Mais l'idée c'est que si mon adversaire abandonne un petit peu une expédition ou met assez peu de statistiques dans une expédition, je veux que mes 4-4-4 suffisent à prendre l'expédition. Et pour ce faire, c'est un peu compliqué si je la joue en première carte de la main, effectivement. Donc je vais plutôt temporiser, je vais la jouer ensuite, et je vais pour le coup surprendre mon adversaire en le faisant reculer. Donc s'il est sur un biome où il avait besoin, par exemple, de la montagne, et que je le fais reculer sur un biome où il a besoin de l'océan, et ben s'il a mis une carte qui n'avançait que sur la montagne, par exemple, je lui ai un peu volé son expédition de la sorte. Sur sa version rare, on passe à des statistiques à 5-5-5 qui sont plus intéressantes, qui peuvent faire la différence pour aller récupérer une expédition. On a une possibilité, c'est de la réserve, plutôt que de le jouer à 4 pour 5-5-5, ce qui est relativement une bonne carte, hein, ça nous équivaut le Kuat alors qu'on n'a pas besoin de sacrifier, mais on peut, si on estime ne pas pouvoir faire un bon tour avec ça, on peut choisir de la défausser pour aller piocher une carte, notamment si on a des choses un peu embêtantes en face et qu'on veut aller les saboter, ou si on veut aller défausser des cartes du jeu adverse. Et enfin, du coup, on a le Kraken qui, pareil, va se jouer en fin de partie puisqu'il coûte cher. Et toujours dans le même esprit, on va venir un peu surprendre l'adversaire.
On va payer 7 depuis la main et on va mettre des stats à 0,08 avec un effet gigantesque qui nous dit que le Kraken il va être présent sur les deux expéditions et il va définir les régions comme étant océan uniquement. C'est-à-dire que là encore, si j'arrive à temporiser un ou deux tours avant de le jouer, l'adversaire a mis ses cartes et je vais aller lui dire que les biomes qui ne sont pas hauts ne servent à rien. Et donc, je viendrai lui demander de me rattraper un petit peu sur l'océan où je vais avoir 8 de chaque côté. La nécessité pour venir le poser, c'est d'aller sacrifier 2 personnages dans sa version commune ou un personnage dans sa version rare. Là encore, en fonction de ce que vous avez comme personnage, on peut se suffire de la commune si on est sur un deck avec Lindy Way, mais ça peut être très intéressant d'aller mettre la rare si on n'a qu'un personnage à sacrifier. Même si on n'est pas sur un deck Lindy Way, on peut aller sacrifier une recrue hors 10 que nous a apporté notre transporteur, on peut aller sacrifier un disciple studieux qu'on a mis au premier tour en première action pour aller temporiser. Ça va pas nous gêner, il nous apporte pas beaucoup de stats et on vient aller mettre le Kraken. Comme je le disais, si on est sur Lindy Way, on peut aimer dans tous les cas les sacrifices si ça nous permet en plus d'aller booster notre mot. Bon, avec 8 de stats, c'est pas forcément nécessaire d'aller booster en plus le mot, mais voilà, ça peut permettre dans tous les cas, ce Kraken d'aller finir la partie en prenant les 2 expéditions potentiellement. On arrive ensuite au sort. On a du coup l'entraînement magique comme premier sort, un sort qui nous coûte seulement 1 depuis la main, 3 depuis la réserve, et qui va nous permettre de piocher une carte. Sur sa version rare, il ne nous coûtera que 2 depuis la réserve, donc si je veux le jouer assez souvent, je peux avoir cet intérêt de la jouer. Je vais aller payer 2 pour piocher une carte, ce qui n'est pas très intéressant. Maintenant, si je joue un Afanas qui me demande d'aller jouer un maximum de sorts pour aller donner des boosts à mes personnages, ça prend tout son sens. L'entraînement magique dans sa version commune peut être intéressant si on a des personnages comme Flamel qui nous permettent de renvoyer des sorts en main, puisque pour le coup je vais pas le jouer de la réserve, ou si j'ai des uniques ou des cartes qui me suppriment mes cartes de la réserve par exemple, où je vais avoir tendance à ne pas jouer mon entraînement magique pour 3, mais plutôt aller l'utiliser pour autre chose en le défaussant par exemple si j'ai comme je le disais, si j'ai des uniques qui me demandent des choses comme ça. L'espionnage est une carte qui va me coûter 2 depuis la main ou de la réserve, c'est fugace, je ne pourrai l'utiliser qu'une fois, sauf si j'ai des effets comme avec la Dame du Lac qui m'enlève l'effet fugace, ce qui peut être très intéressant dans ce genre de carte. Et ça me permet à la fois de saboter et à la fois de ravitailler. Donc j'embête mon adversaire en lui supprimant une carte qu'il aurait voulu potentiellement jouer, et en plus de ça, je me donne d'autres possibilités puisque je vais pouvoir ravitailler. L'espionnage dans sa version rare n'est pas fugace, elle va aller en réserve et elle va aller ravitailler, donc on va se retrouver avec 2 cartes en réserve. Si je veux garder beaucoup de possibilités de sabotage, ça peut être intéressant. Maintenant, un coup de 3 en réserve pour aller saboter et ravitailler, ça me paraît peut-être un peu cher. Le don de soi est une carte qui va nous coûter 2 depuis la main, 2 depuis la réserve. C'est fugace, je ne peux l'utiliser donc qu'une fois. Et ça me permet d'aller piocher 2 cartes si je sacrifie un personnage. Très intéressant encore une fois sur un deck Lindy Way. Malgré tout, là encore, si je sacrifie une recrue hors 10, si je sacrifie un personnage qui m'a coûté que 1, pour aller piocher 2 cartes, c'est très intéressant. Si je joue avec Afanas, ça m'a donné un boost en complément, donc c'est plutôt une bonne carte en ce sens. Et ça me permet du coup d'aller me donner plus de possibilités, d'aller piocher du coup 2 cartes. Donc là, on est vraiment sur une carte, on supprime une carte pour aller en piocher 2. Donc de la même façon que l'entraînement magique, c'est des cartes qu'on va aimer avoir si le sort en lui-même peut me servir à quelque chose, donc notamment avec Afanas par exemple. Ou avec Lindy Way si c'est le sacrifice que je cherche à rentabiliser. Sur sa version rare, on passe à un coup de 3 de la main ou de la réserve, mais on va pouvoir piocher une carte de plus. À voir si, en fonction de ce qu'on préfère faire, si on veut avoir beaucoup de cartes avec peu de sacrifices,
mais on va devoir payer ça du coup un peu plus cher. La carte Zoo va nous coûter 2 depuis la main, 4 depuis la réserve, donc de la même façon que l'entraînement magique, c'est une carte qu'on va aimer récupérer avec le flamel en main. Elle me permet du coup d'envoyer un personnage qui va coûter 3 ou moins depuis la main. Et je l'envoie du coup en réserve. Donc pour un coût de 2, j'envoie un personnage qui coûte 3, c'est assez rentable. Maintenant, depuis la réserve, effectivement, si je dois le payer 4, ça me paraît un peu cher. Ce sera toujours rentable si je suis sur un deck avec des personnages aguerris chez les Bravos qui vont avoir beaucoup de boost. L'autre intérêt pourrait être d'aller chercher un personnage chez Muna qui va nous coûter 3, qui serait ancré, qui pourrait avoir quelques boosts. Là, ça pourrait être rentable d'aller payer 4 aussi pour le renvoyer en réserve. Dans sa version rare, le Zoo va me coûter 3 depuis la main, toujours 4 depuis la réserve, mais ça me permet d'avoir un peu plus d'impact puisque je vais pouvoir renvoyer des personnages qui coûtent 5 ou moins depuis la main. Donc je vais pouvoir englober un peu plus de personnages. Je vais pouvoir renvoyer des atlas et je vais pouvoir envoyer pas mal de choses qui vont avoir des statistiques à 4, 4, 4 ou 5, 5, 5 pour un coup de 3 puis 4. Donc c'est plutôt intéressant si j'ai la place de mettre cette rare. Le sceau de conjuration, toujours une carte qui va coûter peu cher depuis la main et très cher depuis la réserve. Ça reste quand même un coût important depuis la main, 3, pour piocher seulement 2 cartes. Donc ça va être là encore une carte qu'il va falloir rentabiliser. Si je suis sur un Aphanas, elle peut trouver son sens puisqu'elle va pouvoir donner du coup un boost à l'un des personnages pour aller piocher 2 cartes, pour aller se donner plus de possibilités. Là encore, ça va être quelque chose que je vais avoir utilité à jouer, surtout si j'ai du flamel qui permet potentiellement de la renvoyer dans ma main. Un sceau de conjuration dans sa version rare nous coûtera un peu plus cher depuis la main, 4, mais nous permettra de piocher 3 cartes, donc d'être plus impactant. La différence entre le 4 et le 5 n'est pas énorme, donc là on peut se poser la question de vouloir le jouer depuis la réserve pour 5 pour aller piocher les 3 cartes. C'est un sort qui n'est pas fugace, donc qui pourrait être intéressant en ce sens. Maintenant, payer 5 pour aller piocher 3 cartes, je ne vais pas avoir d'intérêt, je vais être sûr de perdre mon tour, à moins que l'adversaire en face passe son tour à aller mettre par exemple un monolithe chez Ordis ou des choses comme ça. Et là, je peux avoir intérêt à aller piocher potentiellement 3 cartes pour espérer choper par exemple des furies du Kraken, comme on voit après, pour aller être efficace sur ce type de deck Ordis, notamment si on est sur du deck jeton. Portail de bannissement, ça me coûte 4 depuis la main ou 4 depuis la réserve, c'est fugace, mais ça me permet de défausser n'importe quoi, un personnage ou un permanent. C'est une carte de contrôle ultra polyvalente. En fonction de ce que va mettre mon adversaire, là, j'ai pas besoin de me poser la question, je peux tout enlever. J'ai pas besoin d'avoir la carte qui va bien avec des conditions particulières. Sur la version rare, ça me permet d'avoir le portail de bannissement que je peux jouer potentiellement 2 fois, pas forcément sur le même tour évidemment. Ça me coûtera un peu plus cher de la réserve, mais vu qu'il perd son fugace, je n'ai pas besoin d'aller chercher mon portail de bannissement, je peux le conserver du coup en réserve. Et le tour où j'en ai besoin, parce qu'il m'a joué un Hydrakaina, parce qu'il m'a joué un Kraken, un Atlas qui m'embête un peu, qui me rejoue quelqu'un de la réserve qui a beaucoup de boost et qui est aguerri par exemple, je peux avoir cet intérêt d'aller payer 5 pour le renvoyer. Puisque là encore, on défausse n'importe qui, ou alors si on est même sur un Sierra qui a mis ses 2 ruches, on va pouvoir jouer 2 fois le portail de bannissement pour lui enlever ses ruches. Derrière, normalement, Sierra va plus faire grand chose. Furie du Kraken, donc je disais, une carte qui va être très impactante si on joue devant des decks jetons, puisqu'on va pouvoir renvoyer en réserve 3 personnages avec un coût total de 5 ou moins, les jetons valant 0 en coup de main, ça peut être très intéressant. Ça coûte 5 pour renvoyer du coup un équivalent de 5. Donc là où c'est intéressant, c'est si on a en tout cas, même si c'est pas forcément des jetons, plusieurs personnages qui vont potentiellement être un peu boostés, être un peu ancrés. On les renvoie en réserve et ça embêtera toujours notre adversaire.
Sur la version rare, ça me permettra de monter à 4 personnages et d'avoir le coût qui monte à 6. Donc deux intérêts, enlever encore plus de jetons si je suis face à ce genre de deck, ou aller chercher pour un coût de 5 un personnage à 6 et le renvoyer du coup dans la réserve, ce qui peut être intéressant également. Le petit pas monde géant va nous coûter 6 et va nous permettre d'avancer immédiatement sur une expédition. Si je garde ça en main jusqu'à la fin de la partie et qu'il me reste une expédition à avancer, je peux commencer mon tour et je sais que je gagne puisque je vais poser ça et je vais gagner instantanément la partie. Donc j'estime que c'est une carte qu'on peut garder systématiquement en un exemplaire dans n'importe quel deck de façon à se garder la possibilité de finir et de voler la victoire tout simplement en ayant cette carte en main. Sur sa version rare, elle perd son fugace, elle permet d'être payée 7 au lieu de 6 depuis la réserve. C'est une carte qu'on va vouloir utiliser si on arrive à bloquer l'adversaire suffisamment longtemps, avec des personnages bureaucrates dans leur version transfuge. On peut s'intéresser à l'utilité de cette carte dans un tel deck, ça peut prendre son sens. Maintenant, c'est compliqué à jouer plusieurs fois dans une partie, et donc il faudrait avoir aussi pas mal de cartes qui nous réduisent le coût de nos sorts. Explosion Céleste va nous coûter 7, et il va nous permettre de défausser 2 cibles. Donc là encore, si je suis sur un deck qui temporise un peu, ça va être notamment intéressant avec Akesha qui nous permet d'avoir cet effet après vous. Je laisse jouer mon adversaire et derrière je lui défausse ces 2 cibles. Si j'ai moi temporisé avec une carte à 1 qui me permettra d'aller avancer, ou si j'ai une recrue hors 10 que j'ai mis avec le transporteur ou n'importe quoi que j'aurais pu stocker un petit peu sur le terrain, ça peut être très intéressant du coup en fin de partie d'aller supprimer 2 personnages forts de mon adversaire. Sur la version rare, l'explosion céleste va avoir cet intérêt de nous faire en plus piocher une carte, ce qui va être quand même très intéressant. Maintenant, sur un dernier tour, ce sera pas impactant, donc ce sera plutôt à utiliser si j'oriente mon explosion céleste plutôt sur une fin de partie, mais sur un avant-dernier tour ou même le tour d'avant. L'Isla de Baba va nous coûter 3, c'est notre premier permanent disponible pour la faction. Il me permet non seulement d'aller piocher une carte directement quand je vais le jouer, mais en plus de ça, il me permet de me donner une possibilité de sacrifice et d'effet après vous. L'effet de sacrifice, il est très intéressant pour l'Indieway. Si jamais on n'a pas les cartes qui nous permettent de sacrifier, grâce à ce permanent, ça me permet d'avoir une option tous les tours pour sacrifier un personnage et aller booster Mo. Et ça me permet en plus d'aller temporiser puisque ça me donne l'effet après vous. Sur la version rare, je passe à 2, donc j'ai plus de facilité à le mettre, et notamment je vais avoir une possibilité de le mettre au premier tour tout en allant jouer un autre personnage, potentiellement en plus le sacrifier, aller donner de boost à Mo. Donc voilà, Mo étant forcément dans l'expédition compagnon, si je joue mon premier personnage dans l'expédition héros et que derrière je vais jouer l'Isla de Baba, je peux, en fonction de ce que va faire mon adversaire, venir soit laisser du coup mon personnage à gauche, soit venir le sacrifier et finalement mettre mes stats à droite en boostant mon beau. Le deuxième permanent va me coûter 5, c'est le fragment d'éther. Il va me permettre de piocher une carte tous les jours. Sur sa version rare, il m'en piochera une le tour où je vais le poser. À voir en fonction de ce qui est nécessaire et de si j'ai suffisamment de place à mettre dans les rares. C'est intéressant si je le joue suffisamment tôt dans la partie. Donc si j'ai des cartes qui me réduisent le coût de mes cartes, ça peut être intéressant de le jouer quand j'ai 4 mana. Sinon, je vais le jouer tout simplement quand je vais avoir 5 mana. Je vais rien faire d'autre pendant mon tour, mais derrière, je vais avoir beaucoup plus d'emprise sur mon adversaire si j'ai un deck où j'ai besoin de piocher beaucoup de cartes pour avoir beaucoup de sorts de contrôle en fonction de ce qu'il va me mettre.
Et enfin, le Kadigir est permanent qui va coûter 8, ce qui est très très cher, qu'on ne pourra pas mettre tout de suite, et qui me permet de jouer mes sorts du coup gratuitement. En tout cas, un sort par tour. Le tour où je vais le jouer, je vais pouvoir du coup activer son effet et jouer un sort directement gratuitement. Évidemment, ce permanent ne sera intéressant que si on joue un nombre relativement grand de sorts très puissants. Et donc, notamment des sorts qui vont coûter cher. Ça peut être intéressant, du coup, avec le Kadigir, d'aller choisir le petit papon de géant dans sa version rare. Sauf si je joue le Kadigir dans sa version rare lui-même, qui me permettra plutôt d'aller faire perte fugace au sort que je vais avoir joué depuis la main. Si je joue mon petit papon de géant et mon portail de bannissement dans leur version commune, ils vont être fugaces, donc je vais avoir plus d'intérêt à aller jouer dans ces cas-là le Kadigir dans sa version rare. Maintenant, si je joue le Kadigir dans sa version commune, je vais peut-être plus mettre en rare mon portail de bannissement et mon petit papon de géant. Donc ça va dépendre un peu des cartes que je vais choisir de mettre dans mon deck si je joue mon Kadigir. On a aussi des cartes qui sont peut-être moins chères, mais qui peuvent avoir un impact très fort pendant le tour et qu'on peut avoir intérêt à jouer de toute façon gratuitement. Mais vous l'aurez compris, c'est à utiliser dans un deck où j'ai énormément de sorts et où je vais avoir peu de personnages. Les transfuges, on a du coup quelques cartes qui vont nous coûter 1 seulement, qui vont nous permettre de temporiser, de garder un minimum de présence sur le terrain. Donc on en voit ici 4 qui vont nous coûter seulement 1 depuis la main. La troupière qui est assez polyvalente, qui nous permet voilà, juste de mettre des stats. La danseuse de l'âme Bravos, qui vient du coup avec un boost, qui est aguerrie, donc qui pourra être rejouée pour 2, ce qui est quand même un prix assez intéressant. Elle pourrait être rejouée du coup pour 2 de la réserve pour mettre 2 de 2, ce qui est plutôt pas mal. La soigneuse Mouna qui va nous mettre seulement une stat à 1 en montagne, mais qui va être intéressant pour son effet de soutien qui nous permet d'ancrer, donc plutôt fort avec un Afanas où on va aimer ancrer des personnages pour aller les booster encore plus. On peut aimer ancrer voilà, la danseuse pour gagner encore des boosts, la troupière, le vendangeur qui lui déjà s'ancre quand il arrive sur le terrain. On va avoir des cartes du coup qui peuvent monter assez haut en termes de stats, alors que finalement on n'a pas dépensé beaucoup de ressources. Le vendangeur, du coup, je le disais, il permet de s'ancrer, donc c'est très intéressant avec un deck Afanas. Mais dans l'idée, on aime ancrer dans tous les decks Izmir pour avoir une présence et derrière pouvoir jouer nos sorts pour embêter l'adversaire. On garde une présence sur une expédition. Si c'est une expédition sur laquelle on a en tout cas des stats qui nous permettent de progresser, puisque ici on n'a qu'une stat, hein, comme la soigneuse. Ici on est sur la plante, la soigneuse on est sur la montagne. Donc ce sera à faire attention en fonction des biomes qu'on a. Pour les cartes qui vont nous coûter 2, on a le Cadéordis qui va nous coûter du coup 2 pour ramener des stats de 1, 1 et 0. On a un effet flèche qui nous permet de ramener un soldat dans son expédition. Pas forcément la chose la plus intéressante à faire, hein. Des fois, ça nous suffit d'avoir seulement un personnage. L'intérêt d'en avoir deux, c'est potentiellement pour aller sacrifier le deuxième. Donc, en l'occurrence, on va plutôt garder le jeton qui est plus équilibré. On va pouvoir sacrifier notre KD-10 pour aller, voilà, potentiellement aller jouer un Kuat ou jouer du Lindy ça peut être intéressant. Là où le fait qu'avec deux, on mette deux personnages peut être intéressant pour aller jouer aussi le Kraken qui nous demande de sacrifier deux personnages. Un effet de soutien qui nous permet un peu de polyvalence puisque si j'ai pas besoin de personnages sur le terrain, je peux défausser cette carte et payer mon prochain sort 1 de moins. Ada Lovelace, une carte qui va nous coûter 2 depuis la main ou la réserve, qui va nous apporter des statistiques à 1, 3, 1, ce qui est plutôt moyen depuis la main, donc on va surtout la jouer si on a un intérêt à aller chercher vraiment le stade de montagne. Depuis la réserve, on va être un petit peu plus embêté,
puisque généralement, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas forcément envie de rejouer sur la montagne si on n'y est plus. Donc peut-être un peu plus situationnel, mais ça peut être intéressant, voilà, pour bloquer un peu l'adversaire. Son intérêt, ça va être sur son effet de réserve, du coup, qui nous permettent d'aller potentiellement piocher une carte si on a mis un sort de la main en réserve. L'intérêt, ça va être seulement d'aller mettre un sort pour aller piocher une carte. Je peux mettre une autre carte de ma main en réserve. Maintenant, la faction Izmir n'est pas forcément la faction la plus intéressante pour jouer des cartes depuis la réserve. Généralement, les sorts vont être plus chers depuis la réserve. Euh, les personnages peuvent être intéressants si on pense au disciple studio, par exemple, qui veut avoir des effets de réserve, mais c'est pas suffisamment impactant. Ça peut être bon, très situationnellement, on peut aller mettre quelques cartes en réserve autres que des sorts, mais ça va rarement être intéressant. Le légat du monolithe va nous coûter 2, des statistiques à 2, 1, 2, plutôt moyen. On va plutôt le jouer du coup en début de tour, comme la plupart des personnages de toute façon de la faction, puisque on se garde plutôt la suite pour aller jouer des sorts. Et c'est intéressant de jouer en premier, puisque on va pouvoir laisser la possibilité à notre adversaire de venir soit nous dépasser sur cette expédition, et donc d'activer l'effet du légat, à savoir de saboter après le repos, soit de nous laisser l'expédition, et donc de nous laisser avancer. Hathor est une carte qui va nous coûter 2 depuis la main ou la réserve, nous rapporter des statistiques assez convaincantes, 3-3, 0 en océan, et me permet d'aller renvoyer une carte, n'importe laquelle, de ma réserve à ma main. Donc ça me permet d'aller rechercher mes sorts qui me coûteraient du coup peu cher depuis la main, ou ça me permet d'aller jouer beaucoup de sorts qui ne sont pas fugaces si j'ai pas suffisamment d'éléments de pioche dans mon deck. Le Scald Lyra va me coûter 2 pour aller mettre des statistiques à 3, 0, 2. Depuis la main, il me permet d'aller ravitailler en défaussant une carte de ma réserve. Donc, intéressant dans les decks où j'ai là encore des sorts par exemple qui sont un peu chers depuis la réserve. Je les supprime et je vais aller ravitailler quelque chose qui m'intéresse plus, par exemple des personnages, pour pas n'avoir que des sorts. Une fois en réserve, ce sera intéressant pour aller aussi potentiellement jouer des cartes, donc pas forcément des sorts, ça peut être des personnages et ça peut être des permanents qui vont me coûter 1 de moins. Donc assez polyvalent, le Scald ici peut prendre tout son intérêt. Il ne coûte que 2 de la réserve, donc ça me permet aussi d'aller me mettre avec une statistique de 3 en montagne, ce qui est quand même très intéressant. J'ai toujours 2 en océan aussi si jamais. La raid va me permettre pour un coup de 2 d'aller mettre des statistiques équilibrées à 2, 2, 2 et va avoir aguerri. Donc très intéressant pour les decks où je vais mettre des boosts dessus, tels qu'avec Aphanas, où je vais pouvoir récupérer une raid assez puissante depuis la réserve. Uamulan est une carte qui va coûter 2 également depuis la main ou la réserve, va me rapporter des stats à 1 de 2, un petit peu moins bon que la raid. Là, elle va être intéressante dans le sens où elle va perdre fugace quand elle va revenir de la réserve. Si j'ai beaucoup de pioches dans mon deck, je ne vais pas avoir forcément besoin de cet effet, je vais aller jouer beaucoup de cartes. Si je manque un peu de pioches, la Mulan me permet d'être joué un petit peu en boucle et d'avoir tous les tours un personnage qui est présent dans l'une des expéditions et derrière d'aller jouer mes sorts pour aller contrôler mon adversaire. Donc c'est vraiment une idée d'avoir quelqu'un de présent de façon permanente finalement sur le terrain. Ensuite, j'ai l'archiviste du monolithe qui me coûte 2 depuis la main et depuis la réserve. Il me met des statistiques à 3 sur chacun des biomes et il a un effet défenseur, donc qui peut être très intéressant pour venir un petit peu embêter mon adversaire sur ce qu'il peut vouloir faire. Je l'empêche d'avancer, ça peut être intéressant si je joue une carte comme le grand projet, que je peux vouloir jouer avec quelques bureaucrates, où je vais avoir tendance à juste bloquer mon adversaire pour que la partie dure le plus longtemps possible,
Si voilà, je joue un grand projet qui a tout intérêt à ce que la partie dure longtemps pour avancer tous les tours, ça peut prendre tout son sens. Maintenant, pour 2, je mets des statistiques. Alors certes, je n'avance pas, mais je peux bloquer mon adversaire. Et ça peut être une carte aussi que je viens sacrifier avec un Kraken ou avec des effets de Way pour aller mettre autre chose également. Techniquement, ça veut dire que je vais venir dire à mon adversaire, bah, je n'avancerai pas, et puis finalement, je viens sacrifier pour aller mettre autre chose et quand même avancer sur l'expédition. Le champignon éternueur nous coûte 2 depuis la main ou la réserve, il rapporte des statistiques équilibrées à 1-1-1, il gagne ancré, et à midi, il permettra d'obtenir un petit boost supplémentaire, donc sur lui-même. Ce qui est intéressant, ça me permettra de le jouer suffisamment longtemps, donc on est toujours dans l'idée d'avoir un personnage plutôt faible mais toujours présent, et de venir aller jouer des sorts pour embêter mon adversaire. Là encore, avec Afanas, le fait d'avoir ancré, c'est intéressant, puisqu'on va pouvoir vraiment venir le booster assez logiquement, de façon intensive. Tot, un autre bureaucrate qui va venir du coup mettre quelques stats sur le terrain. Il me coûte 3, il va mettre 3-3-2. Et si mon adversaire ne vient pas le bloquer parce qu'il n'a pas envie de se prendre son effet dans la tête sur le prochain tour, il va être obligé d'aller jouer dans l'autre expédition. Si maintenant il vient me bloquer mon tot, il sait que du coup, pour le prochain tour, il m'aura mis en place 2 jetons soldats dans l'expédition ciblée, donc dans la même expédition, et donc ça peut être très intéressant pour notamment préparer la venue d'un Kraken qui a besoin de sacrifier 2 personnages. Ensuite, on a la procuratrice qui va nous coûter 3 depuis la main ou depuis la réserve, nous rapporter des statistiques à 2-3-3. Elle va nous permettre, elle, quand elle n'avance pas, de piocher une carte, donc toujours dans la même stratégie que les bureaucrates, à jouer en première carte pour dire à notre adversaire, si tu me prends cette expédition-là, ça me permettra de piocher des cartes. Anubis est une carte qui va nous coûter 5 depuis la main ou la réserve et va potentiellement embêter beaucoup mon adversaire puisque je vais lui demander de sacrifier l'un de ses personnages. Je ne peux pas la jouer en première carte à moins d'avoir un transporteur Ordis ou d'avoir eu le Todd qui m'a apporté 2 jetons soldats depuis le tour d'avant. Il me faut, avant de la jouer, quelqu'un à sacrifier, puisque sinon je vais devoir le sacrifier lui-même. Pour un coup de 5, ça va pas être très intéressant, ça va juste me faire finalement un effet de contrôle, un removal à 5 pour un personnage en face. Je vais le jouer du coup après avoir logiquement temporisé, quand mon adversaire va n'avoir qu'un personnage en face et que je vais l'obliger du coup à le sacrifier. S'il a plusieurs personnages, ça peut rester intéressant, mais du coup, il aura le choix de celui qui va sacrifier. Ici, Toc va coûter 6, que ce soit de la main ou de la réserve, va m'apporter des statistiques à 4-4-4, ce qui est plutôt intéressant, sachant que son effet, c'est de bloquer l'autre expédition, celle sur laquelle il n'est pas. Donc, logiquement, on va l'utiliser un tour où l'adversaire va avoir mis beaucoup de statistiques sur un terrain. Et si on a un peu temporisé, si on a mis quelque chose de l'autre côté et qui vient nous prendre l'expédition, qu'il n'a rien mis de l'autre côté, on peut venir mettre ici toc. Il y a peu de chances qu'ils viennent potentiellement venir nous chercher les 4 si on a suffisamment temporisé, les 4-4-4. Et donc potentiellement on va pouvoir prendre l'expédition tout en bloquant l'autre expédition et donc reprendre l'avantage si on était un petit peu en retard sur l'adversaire ou confirmer notre avantage. De la réserve, on va du coup ne plus avoir cet impact stratégique qui est la surprise, et donc on peut vouloir choisir d'utiliser son effet de soutien pour aller piocher une carte, pour changer un petit peu de tactique pour finir le jeu. La main tendue ensuite, notre premier sort transfuge, un sort très intéressant puisqu'il ne coûte que 1, il permet à la fois de faire gagner un boost et de faire perdre fugace à quelqu'un. Donc sur des personnages qui sont aguerris comme la raid, c'est très intéressant de faire perdre fugace. Si je suis sur un Afanas avec des personnages ancrés,
qui sont très intéressants, qui me coûtent assez peu cher pour garder quelqu'un sur le terrain. C'est aussi très intéressant. En plus de ça, ça fait gagner des boosts. Donc on est vraiment sur une bonne carte pour la faction. Ça me coûte que 2 depuis la réserve, donc c'est tout aussi rentable d'être utilisé depuis la réserve. C'est une très bonne carte, le fait qu'elle ne soit pas fugace elle-même. Le sommeil réparateur est une carte sort qui nous coûte aussi très peu cher, donc avec un Afanas, ça va pouvoir donner encore un boost pour seulement avoir dépensé un. Ça me permet d'aller endormir quelqu'un si je suis sur une expédition où j'ai mis beaucoup de choses ce tour, potentiellement parce que voilà, j'avais mis, si je reprends l'exemple du TOT, j'avais déjà mis des personnages, je les ai pas sacrifiés et du coup j'ai remis quelques personnages. Ça peut être un peu embêtant. Je peux choisir d'endormir aussi les bureaucrates. C'est un peu d'ailleurs toute la stratégie autour de Hordis Waru. Je peux le faire de cette façon un petit peu en Izmir, puisque même endormi, l'effet de mes bureaucrates vont toujours s'activer. Et donc là, en l'occurrence, mes bureaucrates qui n'avancent pas vont pouvoir activer leur effet. Depuis la réserve, je vais pas avoir forcément envie d'utiliser le sommeil puisqu'il va me coûter beaucoup trop cher. Et donc, c'est une carte qu'on va plutôt aimer jouer sur un deck où on a un flamel pour pouvoir la ramener en main, ou alors des possibilités de défausse depuis la réserve si on a des uniques qui tournent autour de ça. L'intimidation va me coûter 2 depuis la main ou depuis la réserve, c'est fugace, mais ça me permet de renvoyer un personnage ou permanent avec un coup de main qui vaut 5 ou moins. Ça le renvoie dans la main, donc c'est un removal plutôt faible dans ce sens. Mais si je suis sur un dernier tour, du coup c'est très fort puisque le fait de renvoyer en main, s'il ne peut pas la rejouer tout de suite, ça permettra de renvoyer quelqu'un de fort du coup pour seulement un coup de 2. Maintenant, en cours de partie, aller jouer quelque chose à 2 pour renvoyer un personnage en main de 5, ça a quand même tout son impact. Il faut faire attention juste à renvoyer en main quelqu'un qui ne peut pas rejouer tout de suite, ou en tout cas s'il le rejoue, ça va pas changer ce qu'on a prévu de faire, ou en tout cas ne pas renvoyer des personnages qui vont avoir des effets main qui sont intéressants. Plutôt renvoyer des personnages qui n'ont pas d'effet ou alors des personnages qui sont forts depuis la réserve. Là, pour le coup, les renvoyer en main au lieu qu'ils aillent en réserve, c'est plutôt intéressant. Franchir le Bifrost est une carte du coup qui va nous coûter 2. Ça nous changera tous les personnages qu'on contrôle d'expédition. Donc si on joue un gameplay où on met des personnages sur les 2 expéditions, la carte n'aura, je pense, aucun intérêt. Maintenant, si on joue un gameplay où on met un seul personnage sur une expédition, on joue des sorts et potentiellement il est venu nous bloquer sur l'expédition où on avait ce personnage, voilà, avec 2, on le met de l'autre côté et on vient égaler la partie. L'entraînement à la méditation va être très forte sur un deck où on va jouer notamment Afanas, puisqu'on va pouvoir ancrer les personnages qu'on a pu booster. Ça peut être très intéressant aussi avec tout autre jeu Izmir où on a mis des personnages voilà, qui restent un petit peu, qui se boostent, qui prennent un peu de force. Ça peut être intéressant aussi avec les bureaucrates qui restent un petit peu sur la partie. Toutes les cartes finalement qu'on aime aimer rester, donc tout ce qui va être bureaucrate, tout ce qui va être boosté, tout ce qui va être relativement fort avec un coup faible, on peut avoir tout intérêt à venir l'ancrer avec cette carte. Mais comme je le disais, surtout avec un Afanas qui va en plus profiter d'un boost quand on va venir l'utiliser. La carte Boom nous permet d'avoir un peu de contrôle générique. On va pouvoir défausser n'importe qui à la condition qu'on puisse sacrifier quelqu'un. Donc ça ne coûte que 3. Il faut qu'on sacrifie un personnage. Donc si on a suffisamment de personnages à coût faible qu'on a pu mettre sur le jeu, ou si on a des recrues hors 10 qu'on a pu mettre sur le terrain, ça peut être très intéressant d'aller jouer un boom
pour aller du coup défausser un personnage adverse. Le jour de célébration, un sort qui nous coûte 8, ce qui n'est pas rien. On va pouvoir le jouer que sur la fin de la partie et ça me permet de bloquer les expéditions. Ça bloque absolument tout. Donc le seul intérêt de cette carte, c'est si on a un intérêt forcément à ce que tout soit bloqué. J'en vois principalement deux. Le premier, le plus évident, c'est si on joue le permanent qu'on va voir du coup à la fin, le grand projet qui nous permettra d'avancer d'une région à midi. Donc on bloque tout et on sait que nous, on va avancer. La deuxième possibilité, et je pense que de toute façon ça se jouera un petit peu dans le même deck que le grand projet, c'est si je veux exploiter les effets de mes bureaucrates sur le fait que personne n'avance et que donc ils vont pouvoir piocher, mettre des recrues, saboter ce genre de choses. Le transporteur Ordis, du coup, j'en parlais, il me coûte que 3, donc si je peux le mettre en tout début de partie, il me permet d'avoir systématiquement tous les jours un personnage, une présence sur une expédition, et derrière de pouvoir faire un peu ce que je veux avec mes sorts pour gêner mon adversaire et lui enlever ses personnages. Moi, je conserverai un 1-1-1 qui me permettra d'avancer. De la même façon, la ruche des scarabottes qui me fait la même chose. En plus de ça, le tour où je la joue, je peux mettre un jeton scarabotte. L'intérêt par rapport au transporteur, ça va être vraiment le tour où je la joue, puisque le reste du temps, je vais mettre un jeton de la même façon. Je n'ai pas forcément d'intérêt à ce qu'il soit 2-2-2 par rapport au 1-1-1, à part à prendre, à venir prendre l'égalité ou la majorité dans certains cas. Mais généralement, on préfère supprimer les cartes adverses dans l'expédition et juste avoir 0 personnage en face et donc passer avec le 1-1-1. Maintenant, la ruche, voilà, comme je le disais, a son intérêt de en plus venir mettre un robot le tour où elle est jouée. Donc ça peut être intéressant en ce sens si je le joue plutôt un peu plus tard dans la partie. Et donc on termine avec le grand projet qui a toute sa stratégie un petit peu particulière de vouloir temporiser un maximum la partie pour avancer un maximum de fois. Très difficile à mettre en place, je pense, une stratégie comme ça, à orienter, à mon avis, avec forcément le jour de célébration qui permet de bloquer un petit peu la fin de partie, à jouer avec des bureaucrates, du coup, qui vont aller bien avec ce jour de célébration, qui vont pouvoir potentiellement euh, nous donner quelques avantages, même si on perd les avancées, à faire attention notamment avec ce que va pouvoir jouer notre adversaire, puisque si finalement il avance des deux côtés sur plusieurs tours, bah, finalement il va accélérer la partie. Donc il va falloir quand même avoir suffisamment de possibilités pour freiner le jeu adverse. L'archiviste du monolithe avec son défenseur permet de le faire avec ses statistiques assez intéressantes. Je pense que ici, il va falloir utiliser un maximum de cartes pour aller temporiser, pour aller embêter l'adversaire. Et donc, potentiellement, j'ai envie de dire, il faudrait, dans l'idéal, prendre au moins une expédition. Euh, le pire scénario avec ce grand projet, c'est d'avoir un adversaire qui vient prendre les deux expéditions, puisqu'il va avancer vraiment trop vite. Donc, une autre possibilité, c'est aussi d'aller jouer le franchir le Bifrost, qui nous permettrait, dans tous les cas, logiquement, si je mets tout du même côté, d'aller d'aller chercher, d'aller modifier mon expédition et de garantir la plupart du temps d'aller prendre au moins une expédition. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait le tour un peu de toutes les cartes de la faction, des différentes possibilités. Les stratégies vont être un peu différentes, comme je le disais, en fonction du héros que vous allez choisir. Mais ça, on le verra quand on fera les vidéos sur les focus sur les héros. Dans tous les cas, on est sur
une faction qui est vraiment dans la réaction de ce que va faire notre adversaire, et donc ça nécessite de connaître toutes les cartes du jeu et un petit peu les différentes stratégies. Là, on a pu voir du coup avec toutes les vidéos, les différentes stratégies qu'on peut croiser. Voilà, si, c'est un peu avec logique qu'on termine avec la faction Izmir pour comprendre comment elle se joue et pouvoir euh, avoir un impact intéressant. Comme je le disais pendant la vidéo, plus je pioche de cartes, plus je vais avoir de possibilités. Si je connais bien le deck de mon adversaire et sa stratégie, je sais ce qu'il va potentiellement sortir de sa main, et donc je vais pouvoir choisir les meilleurs moments pour venir lui défausser ses cartes avec Baku, pour conserver mes cartes Explosion Céleste par exemple, pour aller le jouer le tour où il risque de me sortir vraiment ces cartes qui sont très chères et très gênantes. Donc le deck prendra toute sa puissance si vraiment on connaît les cartes et les stratégies de l'adversaire. Je vous souhaite de belles parties et je vous dis à bientôt sur les prochaines vidéos.